this first session, the title is Graphic Cultures Towards Visual Aesthetic Solidarity and Resistance. So Jaime de Bell, sound the bell. And so we will have, I have my colleague Jaime Vindel coming from the University of Complutense de Madrid. And so we will share this sharing, okay, of this session that deals about all kind of graphic culture that develop around the Atlantic and the South, and I think some connections are already made at the beginning of my introduction. And so we start with Émilie Blanc, who will talk us about the poster technique and the circulation of posters in California. And Émilie, if I remember right, because I have the bio here, you are a PhD you have your PhD from the University of Rennes with a dear colleague also, Elvan Savoyan, and this is part of your postdoc, if I remember right. No, you are working about that. So I think it works very well because I think we have some connections we have some the same examples. No, so we see how far these kind of graphic images were circulating all around the world. So thank you very much. Please, you have the floor. Okay, thank you. Donc je vais parler en français, j'espère que ce sera compréhensible par le plus grand nombre d'entre vous. Donc bonjour d'abord à toutes et à tous, et j'adresse donc un grand merci au comité d'organisation à ce colloque auquel je suis très heureuse de participer. Et c'est vraiment une belle opportunité que de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui autour de cette riche thématique. Et donc dans le cadre de cette intervention, donc je vous propose, comme l'a dit Paula, de discuter de mes recherches postdoctorales qui portent sur l'affiche comme expression artistique et politique dans la région de San Francisco pendant les années 1960 et 1970. Et nous allons nous intéresser plus particulièrement aux circulations transnationales autour d'une sélection d'affiches militantes créées pendant ces 2 décennies. Et tout d'abord, précisons que dans cette région des États-Unis, l'affiche rencontre alors un vif engouement, encouragé par les procédés d'impression de la sérigraphie et de l'offset. Et l'archiviste et auteur Lincoln Cushing ayant recensé en fait plus d'une vingtaine d'ateliers et de collectifs qui se forment à cette période, donc dans la région de San Francisco. Et en lien avec les combats politiques des années 60 et 70, un nombre important d'artistes et d'activistes de la Californie du Nord s'emparent donc de l'affiche afin de répondre à l'urgente nécessité de reconsidérer à la fois l'art et la société. Leur intérêt se porte tant sur les qualités formelles de l'affiche, sur sa potentialité de dialogue et d'impact visuel, que sur ses possibilités de reproductibilité en grand nombre, rapide et peu coûteuse, et de dissémination particulièrement au sein de l'espace public. Et si ces productions visuelles sont liées aux manifestations contre la guerre du Vietnam, aux contestations étudiantes et aux mouvements de libération, les American Indian Movement, Asian American Movement, Black Power Movement, Chicano Movement, Gay Liberation Movement et les mouvements féministes qui traversent alors les États-Unis, mes recherches m'ont démontré que ces affiches s'inscrivent plus largement dans le contexte des mouvements internationaux de revendication et de transformation sociale, et notamment les luttes pour la décolonisation et les contestations contre le capitalisme, l'impérialisme ou encore les répressions politiques. En fait, lorsque nous observons les affiches politiques issues de ces différents mouvements, nous pouvons en effet relever de nombreuses citations, dialogues ou encore échos iconographiques et stylistiques entre elles. En d'autres termes, cette dynamique d'échange a contribué à forger une rhétorique visuelle des luttes. Et comme l'a expliqué l'historienne de l'art et fondatrice du Center for the Study of Political Graphics à Los Angeles, Carol Wells, les tactiques d'appropriation et de recyclage des images sont courantes parmi les affiches engagées. Les notions d'autorialité et d'unicité n'étant pas les critères principaux guidant ces réalisations, ce qui importe davantage est de créer une image pouvant traduire immédiatement et précisément un message et affecter les consciences. De plus, ce médium se prête aisément aux circulations. L'affiche peut être facilement envoyée par courrier postal. Elle est aisément reproduite dans des publications qui sont diffusées à l'international et peuvent aussi être rapportées de séjour à l'étranger. Nous allons donc explorer une série d'échanges entre des affiches créées dans la région de San Francisco et d'autres produites au sein des mouvements étudiants de 1968 à Paris et à Mexico, des mouvements de lutte en Afrique et en Asie ou encore à la suite de la révolution cubaine. Et les
principales questions qui m'ont animée pendant la préparation de cette communication sont les suivantes. Comment ces activistes et artistes ont envisagé la puissance de l'image? En quoi leur création a contribué à façonner un vocabulaire visuel transnational de lutte? De quelle manière ont circulé ces affiches? Quelles ont été leurs influences? De quelle façon se sont tissés ces liens de contestation et de révolte? Et pour esquisser des éléments de réponse, j'ai choisi d'examiner des canaux et des réseaux artistiques et militants qui ont participé à la diffusion de langages visuels de résistance et de solidarité autour de 2 pôles de production en Californie du Nord, le Black Panther Party et les campus de San Francisco State College et de l'Université de Californie à Berkeley. Créé en 1966 à Oakland par Huey Newton et Bobby Seale, le Black Panther Party a notamment mis l'accent sur le droit à l'autodéfense des populations noires et mené des actions pour combattre les injustices, comme la distribution de petits déjeuners gratuits aux enfants. À travers une idéologie et une praxis révolutionnaire, l'organisation en appelait à des transformations substantielles de la société états-unienne. Et nous allons ici nous intéresser à des affiches créées par Emory Douglas, qui, rappelons-le, a été le ministre de la Culture du BPP et le directeur artistique du journal de l'organisation militante. Ces affiches étaient diffusées en 4e de couverture du journal. Elles pouvaient aussi être placardées dans l'espace public, utilisées dans les manifestations, où elles étaient encore affichées dans les locaux des antennes du groupe à travers tous les États-Unis et aussi les intérieurs domestiques. Et ces productions visuelles de Douglas ont propagé les revendications du BPP. Et c'est au début de l'année 1967, alors qu'il est encore étudiant en graphisme publicitaire, et quelques mois après la création du Black Panther Party, que Douglas devient membre de l'organisation, dont l'empire angulaire a été la lutte contre les brutalités policières. Et durant les premières années du journal, Douglas y a notamment réalisé une série d'œuvres montrant des agents de police, aussi bien que des membres des pouvoirs économiques, politiques et militaires, à travers la figure du porc et parfois du rat. Et si ces caricatures avaient pour objectif de dénoncer les brutalités des forces de l'ordre qui commettaient des actes de violence inacceptables en les dépeignant sous des traits dévalorisants, représenter des personnes noires en train de se défendre était au contraire une façon de leur donner une puissance d'agir. Douglas ayant expliqué que la visée était de les convaincre de leur droit de combattre l'ennemi. Ces images sont donc à envisager dans le cadre d'un processus de transformation des personnes oppressées et d'affirmation de leur dignité. En montrant des corps en lutte, elles illustrent le processus de subjectivité politique qui lui est associé. Il s'agit de prouver que l'on peut se défendre, que l'on a le pouvoir de résister et de faire stopper les oppressions. Il est également important de souligner que le programme du BPP ne consistait en rien à une apologie de la violence, en particulier contre les personnes blanches, comme le pouvoir et les médias dominants ont pu le laisser entendre. Leur politique s'apparentait davantage à une posture défensive, indispensable pour faire face aux violences du pouvoir. Et pour le dire autrement, l'autodéfense armée apparaissait légitime contre la violence illégitime du racisme. Et c'est ce dont témoigne un communiqué publié dans le numéro du 25 avril 1970 du journal du BPP, qui situe également les actions du groupe dans les luttes internationales pour la décolonisation, la population noire états-unienne étant considérée comme une colonie intérieure. Je vais lire juste le début. Comme tous les mouvements marxistes révolutionnaires, le Parti des Panthères Noirs soutient que la seule réponse à la violence de la classe dirigeante est la violence révolutionnaire. Étant donné que les Noirs américains sont en fait décolonisés que les forces de police terrorisent, la stratégie révolutionnaire devient un fait quand ils prennent un fusil. Et pour mieux comprendre le positionnement du BPP et l'iconographie de la lutte armée de Douglas, il est important de les replacer parmi les théories politiques des années 1960 et 1970, dont les écrits du militant et psychiatre Frantz Fanon. Dans Les damnés de la Terre, publié en 1961, Fanon défend que l'élimination du colonialisme implique la violence ou encore que la libération ne peut s'obtenir que par la force. Il écrit « Le colonialisme n'est pas une machine à penser, n'est pas un corps doué de raison, il est la violence à l'état de nature et ne peut s'incliner que devant une plus grande violence. » En outre, selon Fanon, la lutte armée mobilise le peuple et la violence désintoxique. Ou encore, elle débarrasse du complexe d'infériorité en hissant le peuple à la hauteur du leader. Et notons également l'influence sur le BPP d'Amilcar Cabral, secrétaire général du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et des îles du Cap-Vert, qui dans son discours « L'arme de la théorie » prononcé à la conférence tricontinentale en 1966 à La Havane, met lui aussi en exergue la nécessité de la lutte armée.
Je vais vous lire aussi juste le début de la citation. « Il n'y a ni ne peut y avoir libération nationale sans l'usage de la violence libératrice de la part des forces nationalistes, pour répondre à la violence criminelle des agents de l'impérialisme. » Che Guevara était également une source d'inspiration pour le BPP. Notons par exemple que son ouvrage Guerrilla Warfare faisait partie des lectures recommandées au sein des cours d'éducation de l'organisation politique. Et cette affiche, par exemple, témoigne cette affiche de Douglas témoigne de l'intérêt porté par le BPP à Che Guevara. Et aux côtés d'un homme noir armé, en fait, on y lit la dernière phrase du discours du révolutionnaire argentin envoyé depuis le Congo à la conférence tricontinentale. Et les affiches de Douglas montrant donc des personnes armées et résonnent avec de nombreuses productions visuelles issues des luttes internationales. Notons que l'activiste et artiste a notamment évoqué l'influence d'œuvres réalisées à Cuba, au Moyen-Orient et au Vietnam sur son travail. Et parmi les canaux et les réseaux de diffusion d'images de lutte, intéressons-nous d'abord à 2 publications que recevait le BPP. Liberation News Service et ensuite Tricontinental. Créé en 1966 par Marshall Bloom et Raymond Mungo, Liberation News Service était publié 2 fois par semaine jusqu'en 1981. Pensée comme une agence de presse alternative, la publication couvrait les contestations aux États-Unis, tout autant que le conflit israélo-palestinien, l'apartheid en Afrique du Sud ou encore les interventions des États-Unis en Amérique latine. Réunissant des correspondants et des correspondantes aux États-Unis et à l'étranger, au Cuba, en Irlande du Nord, au Laos, au Liban par exemple, Liberation News Service se composait de 2 parties, l'une dédiée au texte et l'autre aux images, et notamment des photographies et des dessins. Et vous pouvez, entre parenthèses, trouver en fait toute la collection numérisée sur Internet. Voilà. Donc c'est très commode pour faire des recherches à distance. Donc on y observe par exemple, ici j'ai sélectionné juste 2 photographies en fait, de conflits armés, une en Angola et une au Vietnam. Et on peut aussi trouver dans Libération News Service donc des dessins. Et là j'ai sélectionné en fait, c'est des reproductions de papier découpé qui ont été réalisées en Chine. Un en soutien au Front de libération du Mozambique et l'autre au Front national de libération du Sud-Vietnam. Et en fait ces images, on peut tout à fait envisager que ces images ont été essentielles en fait, à la formation d'un imaginaire visuel collectif des luttes qui a influencé Douglas et auquel il a également pris part. Et on peut aussi établir des connexions un peu plus directes en fait, entre ces images, comme par exemple avec cette célèbre photographie anonyme d'un combattant vietnamien qui avait été publiée dans Liberation News Service le 18 janvier 1969, et qui a été reprise maintes fois, je vais en reparler, et cette affiche de Douglas qui date également de 1969. Ça, c'était juste pour le préciser, que le journal du BPP aussi diffusait des photographies, et c'était juste la photographie ici que l'on voit en rouge, que j'avais découvert dans une récente exposition qui s'est tenue à Los Angeles. Et donc il pouvait aussi, une photographie donc, qui montre également une lutte armée, et avec lesquelles Douglas en fait, pouvait très bien opérer des dialogues. Et comme je l'ai mentionné, le BPP recevait aussi, en plus de Libération News Service et certainement d'autres publications, la revue bimensuelle Tricontinentale, publiée par l'Organisation de solidarité avec les peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Donc juste pour un très bref rappel, donc l'OSPAL est issue de la conférence tricontinentale que nous avons donc évoquée, et laquelle en 1966, 11 ans après la conférence de Bandung, mobilise 82 délégations de pays dits du tiers-monde. Ses objectifs principaux sont la lutte contre l'impérialisme, le colonialisme et le néocolonialisme et l'organisation de solidarité. Et j'avais trouvé intéressant, c'est une image que vous avez aussi montrée, Paola, de montrer cette image qui a été publiée sur la dernière page d'un livret qui avait été réalisé en amont, c'est en fin de l'année 1965, en amont de la conférence tricontinentale. Et en fait, notamment, on voit donc 3 personnes armées, donc avec un globe en fond. Et pour un rapprochement, en fait, on va dire, j'arrive pas à trouver le terme sur le moment, mais on va dire iconographique, entre la photographie qu'on a vue du combattant vietnamien, l'affiche de Douglas et aussi le dessin publié dans cette publication. J'avais juste remis aussi le petit logo de l'OSPAL, où effectivement, en fait, tout ceci renforce combien l'iconographie de la lutte armée circulait énormément, il me semble, à ce moment-là. Donc, Tricontinental a été publié en plusieurs langues, diffusé dans 87 pays. La revue réunissait des textes ayant trait aux pensées décoloniales et aux expériences révolutionnaires. Et elle a été également un vecteur essentiel
de diffusion des affiches cubaines, qui en fait, je n'ai pas mis d'exemplaires, mais les affiches étaient reproduites en couverture, mais pouvaient être aussi, c'était imprimé en offset, elles étaient pliées et insérées dans le cahier central de la revue. Et les affiches de l'OSPAL donc, figurent très souvent des portraits de leaders révolutionnaires et célèbrent des jours de solidarité pour les mouvements de lutte ainsi que leurs victoires. Et si Douglas a pu s'inspirer des styles et de l'iconographie des affiches cubaines, on peut par exemple l'observer dans ce rapprochement qui a été fait par l'artiste et historien de l'art Colette Gaiter entre une affiche de René Medeiros et cette image de Douglas qui avait été publiée dans le journal du BPP. Il est aussi intéressant en fait, de relever que le langage visuel de Douglas a aussi été emprunté par des artistes à Cuba, comme c'est le cas dans cette affiche de Lázaro Abreu. Et le travail de Douglas a aussi été publié dans Tricontinental. Et je vous ai mis juste ici une couverture de la revue, un numéro qui date de 1968. Et Colette Gaiter a aussi mis en exergue l'influence que les représentations des femmes armées, qui étaient en fait fréquentes dans les affiches produites au Vietnam, ont pu peut-être exercer en fait sur le travail de Douglas. Et là, j'ai juste sélectionné 2 images de Douglas et 2 affiches issues de la collection de David Ever. Il y avait une exposition et un ouvrage qui a été publié. Voilà, pour montrer combien cette iconographie de la lutte armée montrait également des combattantes et des militantes. Et des dialogues autour de ce langage visuel de la lutte armée sont également à relever entre le BPP et les mouvements de libération de la Palestine. Et à ce propos, rappelons que les voyages des activistes et des artistes ont facilité ces échanges. Et c'est notamment le cas avec l'invitation faite au BPP à participer au Festival panafricain d'Alger à l'été 1969. Et l'espace d'exposition en fait, qui avait été prêté au BPP pendant le festival se trouvait juste à proximité en fait, du bureau local du Fatah, l'Organisation pour la libération de la Palestine fondée par Yasser Arafat. Soulignons aussi que, pour montrer les liens entre les organisations, que Aldrich Cleaver, ministre de l'information du BPP, avait épousé la cause palestinienne lors de son discours à l'ouverture du festival. Et plusieurs en fait, apparitions publiques entre les membres des 2 organisations ont été rapportées par la presse internationale pendant le festival. Ici, comme vous pouvez le voir, là-bas, comme vous pouvez le voir, plusieurs affiches de Douglas étaient présentées à l'exposition et ont été vues par de nombreux artistes et militantes vivant alors à Alger ou venus pour le festival. On peut y mettre l'hypothèse que Douglas a pu aussi voir pendant son séjour des productions graphiques d'autres organisations politiques présentes à Alger, notamment dans leurs antennes locales. En effet, après l'indépendance, la capitale algérienne accueillit de nombreux combattantes et militantes des mouvements de libération, ainsi que des exilés politiques d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et d'Europe. Et la journaliste Hélène Mokfetti a notamment mis en avant les relations importantes qui se sont alors nouées entre le BPP et d'autres organisations. On a parlé du Fatah, mais aussi avec le Front national de libération du Sud-Vietnam, de l'Afrique du Sud, de l'Angola, de la Guinée-Bissau, ou encore de la Namibie, du Mozambique et de Zimbabwe. Et on peut imaginer que ces rencontres ont pu favoriser des correspondances et des envois d'affiches entre les organisations. Pour terminer sur cette partie, j'avais juste fait un petit rapprochement entre une affiche produite au Mozambique par l'organisation ZANU et deux affiches d'Emory Douglas. Je vais passer à la seconde partie. Donc on va s'intéresser à des productions qui ont été réalisées autour des campus de San Francisco State College et de l'Université de Californie à Berkeley. De novembre 1968 à mars 1969, au San Francisco State College, de nombreuses organisations étudiantes, rejointes par des membres du personnel administratif et enseignants, se mobilisent autour des inégalités dans l'enseignement supérieur. Menée par le Black Student Union et le Third World Liberation Front, la grève a abouti à la création de la première School of Ethnic Studies aux États-Unis. Et dans les archives de l'artiste Rupert Garcia, qui sont conservées à l'Université de Californie à Santa Barbara, j'ai trouvé une déclaration de soutien aux revendications des grévistes du département en art qui expriment leur engagement à lutter contre le racisme à l'université et leur volonté de déployer des moyens d'action pour participer activement aux revendications. Ce qui est intéressant, c'est que Garcia a expliqué qu'alors qu'il était donc étudiant au San Francisco State College, c'est au retour de Paris en fait, de l'un de ses enseignants du département en art qui rapporte les actions de l'atelier populaire mené à l'école des Beaux-Arts de Paris, que vont être impulsées la mise en place d'ateliers de sérigraphie au San Francisco State College. Ça a créé une sorte de catalyseur
pour travailler sur la sérigraphie et participer ainsi aux revendications. Et avec l'appui notamment d'un enseignant qui s'appelle Dennis Bill, donc un groupe d'étudiants et d'étudiantes, dont Garcia, mais aussi par exemple Sal Guardino et Peggy Levine, s'engagent dans la production d'affiches traduisant entre autres les problématiques liées à une meilleure éducation, au racisme et aux brutalités policières, la grève faisant face à une violente répression. Et ces affiches étaient notamment destinées à être utilisées dans les manifestations, comme vous pouvez le voir ici, ou encore vendues pour aider à payer les cautions des grévistes emprisonnés. Juste pour faire un petit rappel, donc l'Atelier populaire, pour le rappeler, a été formé durant la grève des étudiants et étudiantes de l'École des Beaux-Arts à Paris, suite à la répression de la manifestation du 13 mai 68, regroupant des étudiants, des étudiantes, des travailleurs et des travailleuses. Et pour mettre en œuvre leur lutte contre une université de classe, une conception bourgeoise de la culture et plus largement le système capitaliste, les grévistes ont mis en place des ateliers de sérigraphie. Et si on peut remarquer quelques proximités thématiques, enfin on peut remarquer des proximités thématiques entre les affiches du San Francisco State College et celles de l'École des Beaux-Arts de Paris. Vous pouvez par exemple le voir ici sur le sujet de la répression. Vous avez une célèbre affiche de 68 montrant un CRS et 2 affiches qui ont été réalisées au San Francisco State College pendant les grèves que l'on a évoquées. Toutefois, d'un point de vue, il me semble, formel et stylistique, elles sont assez différentes et on sent des approches différentes. On n'a pas, il me semble pas, qu'il y ait vraiment d'écho ou de citation directe, en fait, ou d'emprunt direct du San Francisco State College à partir de l'atelier populaire. Mais toutefois, on peut noter une même recherche sémiotique, en fait, qui vise une esthétique didactique, qui tend à l'essentiel. Il s'agit d'instaurer un dialogue visuel immédiatement compréhensible, qui véhicule un message précis, qui peut générer ou amplifier une prise de conscience. Et il me semble important aussi de relever que la première affiche en fait, que Garcia réalise en soutien à la grève est un portrait de Che Guevara, associé au slogan « Right On ». Et l'affiche en fait, reprend le célèbre cliché qu'on a vu aussi tout à l'heure dans votre présentation, il me semble le célèbre cliché Guerrillo Heroico d'Alberto Corda, qui a été pris en 1960 lors des funérailles des personnes décédées dans l'explosion du cargo français La Coubre dans le port de la Havane. Et Garcia expliquait que Che Guevara symbolisait la nécessité de profonds changements politiques. Et en effet, après sa mort en 1967, Che Guevara est devenu une icône internationale des luttes. Il est très très souvent représenté dans des affiches, comme par exemple ici, c'était juste un exemple d'une affiche réalisée à Cuba par Alfredo Rosgard. Et Garcia a aussi insisté en fait, sur l'influence des affiches produites à Cuba sur son travail. Et il appréciait notamment en fait, les qualités plastiques et la manière dont les couleurs les couleurs très vives et contrastées pouvaient s'opposer. Et l'artiste Rupert Garcia a d'ailleurs indiqué qu'il achetait des numéros de la revue Tricontinental à une librairie qu'elle a fermée aujourd'hui, Modern Times, à San Francisco. Et ça lui permettait en fait d'avoir connaissance des affiches. Notons que des expositions étaient également organisées, des expositions d'affiches cubaines dans la région de San Francisco, comme par exemple une exposition à la Galleria de la Raza en 1970. Et Garcia possède d'ailleurs une œuvre de René Medeiros dans sa collection. Et aux côtés d'autres productions, l'affiche Right On illustre en fait l'identification de Garcia aux luttes tiers-mondistes. Comme il l'a écrit, notre combat pour la liberté et la dignité humaine fait partie des luttes de libération en Afrique, en Amérique latine, en Indochine et au Moyen-Orient. Et avec d'autres étudiants et étudiantes du Third World Liberation Front, Garcia prolonge son expérience de l'affiche politique au sein du San Francisco Poster Workshop, et il y produira notamment cette affiche, Fuera de Indochina, qui date de 1970, et dans laquelle en fait, il reprend la célèbre photographie aussi du combattant vietnamien que nous avons évoqué. Et c'est une affiche qui a été produite à environ une cinquantaine de copies et qui a été envoyée au Chicano Moratorium, qui a été une série de manifestations contre la guerre du Vietnam qui se sont déroulées à East Los Angeles entre 1969 et 1970. Et ce qui est assez intéressant par rapport à toute l'iconographie un peu de la lutte armée où j'ai beaucoup insisté en première partie, c'est que Garcia, lui, fait ici le choix en fait, de se concentrer uniquement en fait, sur les expressions du visage de l'homme photographié. Il choisit donc de ne pas montrer l'arme portée par le combattant. Et selon lui, en fait, la représenter aurait été une redondance, car la guerre est déjà associée aux armes.
Et rappelons qu'avant de suivre une formation en art au San Francisco State College, Garcia avait rejoint l'United States Force et s'était engagé en fait comme volontaire dans la guerre du Vietnam. Et il ne voulait pas en fait prolonger donc, son expérience des armes par le visuel. Et c'était intéressant, je trouvais, de montrer on va dire des approches ou des tactiques en fait différentes. Et on peut aussi il est intéressant de noter que très souvent Garcia, et c'est assez courant donc dans les affiches, utilise des photographies. Et je trouvais intéressant cette citation de Carol Wells qui explique cet intérêt pour la photographie. Les photographies de reportage sont populaires parmi les créateurs d'affiches politiques parce qu'elles fournissent des images puissantes qui ont en plus l'avantage d'évoquer une histoire déjà familière à de nombreux regardeurs. Et si on revient aux affiches de l'atelier populaire et à leur circulation, on peut noter par exemple qu'il y a eu, dès en fait, 1968, il y a eu une exposition au moment des affiches de l'atelier populaire. Et il y a eu en 1969 aussi une parution d'un ouvrage, Poster from the Revolution, Paris, May 1968, dans laquelle en fait on pouvait trouver de nombreuses affiches. Et Thomas Benson, dans son ouvrage Poster for Peace, Visual Rhetoric and Civic Action, avait notamment insisté sur le fait que les bibliothèques de l'Université de Californie à Berkeley possèdent en fait deux exemplaires de l'ouvrage. Et donc on peut très bien imaginer que cela a été en fait un canal et une source d'inspiration pour les étudiants et étudiantes qui prennent part en fait à un workshop de sérigraphie qui est organisé cette fois-ci en 1970 à l'Université de Californie à Berkeley au sein du College of Environmental Design. On l'appelait le Political Poster Workshop, c'est ça. Et cet atelier s'était notamment organisé en fait en réaction à la déclaration le 30 avril 1970 de Richard Nixon de l'invasion du Cambodge, mais aussi aux violentes répressions des manifestations à la Kent State University en Ohio. Donc c'est un atelier qui a été très très prolifique. On compte de nombreuses, je crois plus de 50 000 copies, c'est ça, de centaines de modèles qui ont été diffusés. Et on peut, comme l'a analysé Benson dans son travail, on peut là, effectivement repérer des emprunts, on va dire, plus directs entre l'atelier populaire et ce workshop. Je vous ai mis par exemple ici, vous voyez une image donc, entre Hitler et un masque de Gaulle et de l'autre côté Hitler avec le masque de Nixon. Je vais passer un petit peu vite, il y a cet emprunt aussi avec la fameuse image CRS-SS et vous retrouvez au workshop le SS remplacé par US. Je vais juste évoquer donc rapidement une exposition qui a eu lieu en 1970 pour faire le lien avec les affiches créées à Mexico, une exposition à l'University Art Museum de l'Université de Californie à Berkeley qui s'appelait Poster for Peace. Et on pouvait y voir des affiches en fait issues du workshop que je viens d'évoquer, mais aussi des affiches produites à Paris et à Mexico. Donc cela montre en fait comment ces affiches circulaient et combien ça a pu impacter et influencer. Hop. Je vais peut-être passer un petit peu. Donc là j'avais juste mis un mur d'affiches. Donc c'était des affiches en fait qui ont été créées au sein des ateliers de l'Université nationale autonome du Mexique et de l'Institut national des beaux-arts. Et on peut imaginer que aussi, un autre canal diffusion, c'était cet ouvrage en fait, qui est aussi visible à Berkeley, où vous pouvez en fait trouver un certain nombre d'affiches produites à Mexico en 1968. Et c'est aussi intéressant de signaler que plusieurs artistes en fait, qui ont participé au mouvement étudiant de Mexico se sont exilés en Californie suite au massacre d'État du 2 octobre et ont participé en fait, à des ateliers à San Francisco à ce moment-là, comme l'a notamment expliqué Annabella Tournon. Et je vais vous montrer rapidement. J'avais juste à rapprocher des images produites ici au San Francisco State College. Vous pouvez voir avec l'affiche Keeping Open et de l'autre côté une image réalisée à Mexico en 1968. Et j'avais aussi rapproché ici ces images de chars. D'un côté, des affiches produites à Mexico, celle là-haut produite au San Francisco State College et celle en bas produite à Paris en soutien aux événements de Mexico. Je vais peut-être vous montrer. Bon, très rapidement, je voulais juste vous montrer une affiche de Malaquias Montoya. En fait, j'avais aussi fait ce rapprochement-là. Pardon, excusez-moi. Voilà, je ne vais pas trop insister, je vous laisse le regarder, mais je trouvais intéressant cette image du masque. Voilà, qu'on peut retrouver. Malaquias Montoya, en fait, parce que les grèves du Federal Liberation Front se sont aussi
propagé à l'Université de Californie à Berkeley, donc il y a participé. Il a aussi monté un atelier de sérigraphie appelé le Chicano Art Center, et il a aussi contribué au Political Poster Workshop qu'on a vu précédemment. Et je voulais juste évoquer son positionnement internationaliste. Voilà, il a par exemple écrit « Par une compréhension accrue des problématiques internes, les Chicanos ont pu éprouver de l'empathie pour les personnes du Vietnam, de l'Angola, du Nicaragua, de l'Afrique du Sud et d'autres pays. L'œuvre d'art, et notamment l'affiche, a commencé à servir de pont entre ces luttes. » Et ce positionnement internationaliste, en fait, se retrouve aussi dans une affiche assez connue de Malakas Montana qui s'appelle Vietnam Astlan, et qui a fait, c'était un offset et ça a fait l'objet de nombreux tirages, plus de 1000. Et Malakas Montoya indiquait que ça a pu circuler jusqu'au Vietnam. Et on retrouve, en fait, c'est aux archives du Center for the Study Political Graphics que j'ai vu cette information, que le visage, en fait, que l'on voit, la personne vietnamienne, sur l'affiche de Malakas Montoya, est un emprunt, en fait, d'une affiche de l'OSPAL. Voilà, pour terminer, en fait, il avait Malakas Montoya, c'était juste pour parler d'un canal, avait connu, en fait, les affiches cubaines en collaborant avec la Venceremos Brigade. Et c'est en fait, c'est notamment pendant une de d'un voyage en fait de personnes aux États-Unis à Cuba qui avait été ramené les affiches de René Moderos exposées à la Galeria de la Raza. Et voilà, juste je vous mets ceci en fond, c'est un ouvrage de The Art of Revolution, 1906 Posters from Cuba, qui a été aussi important en fait dans la diffusion des affiches à Cuba aux États-Unis. Et Montoya en fait a précisé qu'il pouvait l'utiliser par exemple dans son enseignement. Donc voilà, pour conclure, ces pratiques de l'affiche sont inextricablement mêlées à l'engagement. Il s'agit pour les activistes et artistes de contribuer par le visuel à un langage mouvement de transformation sociale, lié aux théories et tactiques de lutte internationale. Et disséminant des discours contre-hégémoniques, ces activistes et artistes de la Californie du Nord se sont saisis du pouvoir de l'image, de ses capacités à agir sur les consciences, les émotions et les imaginaires, afin de mobiliser autour de causes pour la libération des rapports de domination, d'encourager les prises de conscience et les pistos d'agir et de construire des solidarités. Leurs esthétiques ne se sont pas formées dans l'isolement, mais au sein d'un imaginaire politique partagé, d'espaces visuels de résistance qui se sont nourris des échanges transnationaux, que ce soit par les circulations des affiches elles-mêmes, tout autant que celles des publications et des personnes engagées dans ces luttes. Elles et ils ont participé à l'émergence de nouveaux langages visuels de l'affiche, qui se rapprochent de condensés conceptuels d'associations, de symboles, de métaphores, associés à une forme d'agressivité visuelle, pour reprendre les termes de Susan Sontag, par leur combinaison de couleurs ou encore leur choix de cadrage et de composition. Pour terminer, je vous montre juste, parce qu'en fait, on continue à avoir une production importante en fait, en Californie du Nord d'affiches politiques, par exemple ici avec le San Francisco Poster Syndicate et Culture Strike, dont fait partie Fabiana Rodriguez. Et ça, c'était juste, mais c'est un petit clin d'œil, ça permet de terminer. C'était l'affiche de l'exposition, la musée dans la culture de Grenoble. Excusez-moi, j'ai un petit peu dépassé. Merci, je suis très impatiente de vous écouter à mon tour. Merci. Merci Émilie, c'est super intéressant parce que vous avez fait un grand parcours qui montre vraiment comment il y avait des géographies connectées. Moi j'apprécie beaucoup, il y a quand même, on doit échanger parce qu'on a quand même des choses en commun, je vois déjà, mais j'ai beaucoup aimé commencer la question pour lier solidarité et lutte et violence, parce que ça c'est quelque chose que vous avez montré très clairement dans votre présentation, que souvent on oublie. Souvent, on pense de la solidarité dans des termes de fraternité, quand à l'époque, cette idée, moi je trouvais cette idée de l'autodéfense légitime, c'est quelque chose qui était très très fort dans les discours, qui a été traduit en termes de visualité, d'une reproduction massive des armes pour encourager la lutte. Non, moi, ça, j'ai trouvé très intéressant. J'ai trouvé aussi intéressant le fait, vous avez fait, et peut-être vous pourrez nous dire un petit peu plus, toutes ces affiches partent d'un réseau des lieux spécifiques qui sont importants, de la multiplication des ateliers, mais aussi des librairies. Non, ça, je pense que toute une recherche peut se faire à travers des circulations de librairies et des achats quelquefois clandestins dans des lieux de dictature. Et après, juste un clin d'œil à la création des ethnic studies, parce qu'on a eu avec Sonia, il y a quelques mois, elle a organisé une conférence sur Ana Mendieta, où quelqu'un de Berkeley
fait partie de cette Ethnic Studies Project. Et en fait, ça vient de tous ces moments-là. Donc, c'est assez beau comment ça fait un cercle aussi à travers des conférences qu'on organise. Donc, moi, si vous avez quelque chose à dire, on ouvre, on prend quelques questions ensemble et après vous répondez. Ça peut-être c'est le mieux. Donc, Merci. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Un grand merci. C'est super intéressant effectivement d'avoir ce kaléidoscope qui fait le lien entre plusieurs luttes. Je me suis forcément retrouvé. Je m'appelle John, je travaille sur les solidarités pro-palestiniennes et donc Alger 69, Rich River a quelque chose qui est évidemment fondamental. On voit que c'est vraiment la mecque des militants de ces... Merci beaucoup. C'est allumé, on entend ? De ces Radical 60s qui partent au festival panafricain. Je me demandais si en termes purement logistiques, du coup, Alger était une sorte de plateforme de distribution de ces affiches. Est-ce qu'il y avait par exemple, je ne sais pas du tout comment ça peut se passer, des circulations entre Elrich Kilver, qui a le ministère de la communication, je pense, au sein du mouvement Black Panthers, et des campus comme ces campus californiens. Ah, c'est une très bonne question. Alors, je ne sais pas exactement sur le terrain à Alger à ce moment-là comment ça pouvait se passer. En tout cas, enfin, par rapport au festival en lui-même, jusqu'ici, j'ai pas eu l'impression, en tout cas, qu'il y ait eu d'exposition d'affiches. Enfin, je ne suis pas affirmative là-dessus, mais hormis en tout cas l'exposition d'affiches politiques, il y a eu d'autres expositions. Je crois il me semble que la seule, ça a été celle du Black Panther Party. Après, je ne sais pas exactement, effectivement, mais ça serait quelque chose de très intéressant. Enfin, il y a dû peut-être avoir des études dessus, de savoir effectivement s'il y avait des ateliers, comme vous avez dit, de production. Ça, je ne suis pas tellement au fait. J'avoue, je connais moins bien le terrain. Mais je pense qu'il y avait parce que Elrich Kilver est resté lui à Alger parce qu'il ne voulait pas retourner aux États-Unis parce qu'il était sous le coup d'une inculpation et il était soucieux, enfin il était fugitif en fait, soucieux de ce qui pouvait se passer s'il retournait aux États-Unis. Il a monté la section internationale du BPP là-bas. Donc il y a eu des alors il y a eu parce qu'il y a eu aussi des disputes, pardon, j'ai du mal à trouver le mot, pas des disputes, mais il y a eu des divergences au sein de l'organisation politique à ce moment-là entre Elrich Kilver et entre Huey Newton et Bobby Seale. Donc, mais il y a eu je pense qu'il y a eu forcément Elrich Kilver est resté sur place, donc il y a eu une connaissance, enfin une circulation des affiches qui étaient dans les antennes locales de toutes les organisations militantes et certainement qui étaient reproduites dans les journaux du BPP et dans d'autres publications. Je ne sais pas si je réponds très bien. Par rapport aux luttes étudiantes, c'est 68-69, le festival c'est 69. Je sais pas si exactement quelle a pu être la diffusion à Alger de ces. J'avoue, je suis pas au fait. Je sais pas si je réponds très bien, si ça répond un petit peu ou pas. Non, mais ça peut être une question ouverte dont on peut discuter après. Oui. Mais en tout cas, oui, à Alger, vous avez le documentaire de William Klein que vous connaissez peut-être, qui est vraiment très intéressant. Et j'aimerais beaucoup, et je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai vu qu'il était disponible à Toulouse. Il y a un DVD de William Klein aussi sur Elrich Kilver. Et du coup, je vais très rapidement le suivre parce que peut-être justement, on saisira mieux. On saisira mieux la place du BPP à ce moment-là à Alger. Et peut-être, j'espère aussi qu'il parle des affiches. Voilà. Merci beaucoup pour... Il y a un beau coffret avec les deux films. Ah, il y avait un coffret même ? Ok, ouais. Je vais regarder. Alger et Elrich Kilver. Ok, ouais, très bien. Merci. Merci. Isabelle, Tobias. Bonjour, merci. Ça marche ? Bon, j'ai bien aimé aussi le parcours, les connexions et aussi l'idée de faire une histoire concrète sur la circulation, de comprendre comment vraiment ces images, ces artefacts visuels ont circulé par rapport aux librairies, aux événements, même à la poste, aux envois. Oui. Et aussi, je voulais demander, parce que j'ai vu que vous avez organisé votre présentation autour des auteurs, des personnes, disons,
qui signait peut-être sa production visuelle. Et là, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant un peu à discuter, que c'est le problème de l'autoria. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais la signature, le lieu de l'artiste avec majuscule. Parce que dans le cas de l'atelier populaire, par exemple, les décisions ont été prises en assemblée. Il y a toute une dynamique autour de comment concevoir ces images et si c'était bien ou pas d'imprimer certaines propositions. Et donc, je voulais vous demander s'il y avait des discussions autour de l'idée d'auteur. Oui. Et dans le cas de San Francisco et du Mexique. Oui. Alors, il y avait effectivement des réflexions. C'est vrai que les affiches au San Francisco State College sont pas forcément signées. Alors après, j'ai pas encore trop de détails, mais j'ai vraiment quelque chose que j'ai envie de creuser. Effectivement, de savoir si c'était s'il y avait un consensus pour la production des affiches. Vous avez très bien fait pour l'atelier populaire, c'était ça, il y avait effectivement des discussions. Je sais que ça existait dans certains collectifs, je l'avais vu pour un collectif féministe qui s'appelle Red Paper Posters, qui était à San Francisco, et effectivement il y avait cette même démarche où on réfléchissait ensemble au sujet, où il y avait vraiment une démarche collective et pas forcément de signature. C'est vrai que pour le cas d'Emery Douglas, je pense que c'est un petit peu différent. Je pense que c'était vraiment... il y avait des discussions, des échanges, mais c'était vraiment lui qui créait. Et c'était toujours signé. Mais il y a eu d'autres personnes qui ont participé dans l'UBPP, comme Manitolaba, j'espère que j'écorche pas son nom. Elle aussi qui signait. Mais c'était effectivement un débat, et il y avait plusieurs choses. Il y avait aussi la volonté d'avoir peur de se faire arrêter, parce que c'est vrai que c'était pas forcément autorisé aussi d'afficher des affiches dans l'espace public. Donc ça pouvait être aussi lié, ce choix-là pouvait être aussi lié. Et je sais que par exemple, à Cuba, il me semble que les affiches peuvent être signées, mais c'était une autre démarche parce que c'était soutenu par le pouvoir politique, alors que là, aux États-Unis, c'est vrai qu'on est dans plutôt une démarche à l'encontre du gouvernement. Mais j'aimerais beaucoup, non mais c'est vraiment une bonne question, et j'aimerais vraiment, et là je pense que, je pense que ça passera vraiment par les entretiens avec les personnes, et j'espère, j'ai plusieurs contacts, et j'espère justement savoir un petit peu mieux sur l'organisation des ateliers. Parce que je ne sais pas s'ils ont reproduit la même chose que l'atelier populaire, ou s'ils réalisaient les affiches de manière un petit peu individuelle. Mais c'est vraiment une très bonne question. Mais c'est vrai que sur la question de la signature, je pense que ça faisait débat. Et il y a eu, il y a eu différents partis pris. J'espère que je réponds un petit peu. Merci. Merci. OK, la dernière question à répondre assez rapide parce que je suis la maîtresse des horloges de ce matin. Je vais juste compléter à propos de la situation d'Alger, parce que Hélène Moktefi vient de publier un livre, et dans ce livre, elle raconte comment elle a vécu à Alger, parce qu'elle a un parcours très particulier. Elle représentait aux États-Unis le bureau du Front National de Libération quand il était encore clandestin et interdit pendant la guerre d'Algérie. Et quand l'indépendance a été durement acquise, elle est revenue à Alger, et elle est restée, d'abord parce qu'elle voulait voir, elle connaissait l'Algérie depuis New York, depuis le bureau de l'ONU, où elle était traductrice. Elle est revenue à Alger, elle s'y est installée, et le gouvernement algérien... Et là, la question de la langue est très importante pour les circulations. Aucun colonisé ne parlait anglais. Donc, ils avaient besoin d'une américaine, puisque Hélène Moktefi, qui s'appelle Hélène Klein, est américaine. Elle est restée à Alger, elle a servi de traductrice, elle a rencontré son mari, et c'est elle qui a fait l'interface avec les Black Panthers, qu'elle raconte bien dans son livre. Donc, comme son livre date de mai 2019, c'est intéressant d'actualiser la bibliographie. Voilà. Tout à fait. Les Black... Alger la Rouge, c'est peut-être le titre mais voilà, Hélène Moktefi, on donnera la référence à la fin de la table ronde, je la rajouterai. Voilà. Parce que c'est la traduction française, c'est ça, d'un livre de 2018, mais qui est tout récent aussi. Qui est tout récent, oui. En anglais, j'avais noté Algiers, Third World Capital.
Oui. Mais je sais Ah, pas. si. Voilà. Et il y a un documentaire aussi qui est plutôt un documentaire un peu mainstream sur Alger qui s'appelle Alger la Rouge, quand Alger était révolutionnaire, qui date de 2017 et qui n'a rien à voir avec le film de Klein, mais qui est plutôt un film historique de bilan avec une voix off, mais qui est intéressant à connaître. Alors, Merci beaucoup. merci beaucoup. Et oui, merci. So we are continuing with the next speaker. Her name is Debra Lerner. She's coming from the Graduate Center in the City University of New York, and she's going to continue with these reflections about the visual culture of the resistance and the solidarities. I'm going to give you a brief view about Debra. Debra is a student in the PhD program in art history at the Graduate Center in the City University of New York. Her research focuses on art in the eras of decolonization and the Cold War, with emphasis on the relationships between visual culture and politics and roots of transnational exchange. As an Andrew Mellon Foundation Curatorial Fellow, she is currently organizing an exhibition exploring how anti-colonial solidarity traveled through printed materials during the 60s and the 70s for the Amy and Tommy James Gallery at the Graduate Center. So it's your turn. Thank you very much. Good morning. It's a pleasure to be participating in this conference and to be sharing here some of my research from my PhD studies. So my paper today offers a case study of one work, in particular one artwork, one Ostbal poster, which I'm going to consider through the lens of the Cold War era political movement, tricontinentalism, in an effort to come to a broader understanding of that movement. So, in September 1973, a petitely proportioned yet internationally circulated magazine with the title Tricontinental carried in its central seam a fold-out poster whose design brandished the flag of Puerto Rico. Annotating the flag was a single line of text, repeated in Spanish, English, French, and Arabic. The text reading, September 23rd, Day of World Solidarity with the Struggle of the People of Puerto Rico. With its declaration of a day of solidarity to be observed, and its clear representation of determined resistance in the figures who advance across the flag, some armed with weapons, this poster cites the defining component of the template established in 1967 by OSPAL, the Havana headquartered Organization of Solidarity of the People of Africa, Asia, and Latin America, for its poster format prints that were to proclaim solidarity with peoples seeking sovereignty around the world, and which would be distributed among those peoples inside the organization's flagship magazine, Tricontinental. Among this group of prints, alike in content, however, the present example differs from its counterparts in one intriguing respect. It is the only such work to have been designed by an artist from the United States. Whereas the majority of OSPAL's solidarity posters were designed by the Cuban staff of its publishing wing in Havana, in this case, the artist was one Jane Norling, a resident of the Bay Area, then 25 years in age. Precisely how this object came to be and what its existence might have to tell us about the role of the reproducible print within the particularly coalitional form of anti-imperialism that appeared on the world stage in the 1960s will form the basis of my inquiry here. To date, Norling's print has not received extensive discussion within either the scholarship on the poster art of Castro's Cuba or the literature on OSPAL posters specifically. However,
As a work of art made by an American artist in post-revolutionary Cuba, which was at the time under a travel embargo for US citizens, and as a work of art proclaiming solidarity with Puerto Rico, a territory of the US then as now, this object, I think, has much to tell us about the ways in which printmaking and print distribution functioned as conduits of solidarity within the coalitional anti-imperialist project that emerged on the world political stage in the mid-60s and which was known at the time by the name of tricontinentalism. As I hope to demonstrate in what will follow, tricontinentalism was plural in nature, as much an ethos and a discourse as it was a codified political system. But for introductory purposes, I'll define it as a political ideology which promoted a bond of alliance between the peoples of Latin America, Asia, and Africa in their efforts to resist imperialism and to achieve self-determination. To that definition, I will add that tricontinentalism would be particularly championed by the post-revolutionary Cuban state, which coordinated its official activities as a political program through the OSPAL headquarters in Havana. In this paper, I discuss Jane Norling's poster for OSPAL within the context of tricontinentalism, with the intention of contributing to an expanded understanding of tricontinentalism itself, as well as the function of printed materials produced in conjunction with the movement. In the first instance, I wish to draw out a point to which this print implicitly testifies, that although tricontinentalism would come to be closely associated with the foreign policy of the post-revolutionary Cuban state, tricontinentalism as both an abstract proposition and a social practice of solidarity with and between peoples resisting oppression far exceeded the territorial bounds of the Cuban state, as well as the three continents to which its title referred. Norling's poster is indicative of the engagement of a wide range of groups within the US, including whites aligned with the New Left, like Norling, and multiple communities of color, as we've just heard, with explicitly tricontinentalist priorities of anti-imperialism and anti-racism, and the recognition that structural parallels between discrete experiences of oppression could serve to bind different peoples together in a common relation and provide grounds for a mutually strengthening solidarity. While Norling's poster offers compelling evidence of this expanded field of tricontinentalism, it also provides for insight into the consequential role that printmaking and print distribution played in conducting the solidarity against oppression that tricontinentalism posited. In addressing Norling's print within this context of tricontinentalism, my aim is not to limit the print's interpretation, but rather to point to its openness. Forged at the intersection of an individual political subjectivity, a state-sponsored program of print production in Cuba, and a diverse global political community, Norling's print operated with a range of meanings and effects that were not defined exclusively by any one of these contexts. With these contentions as my goal, in what follows, I offer an analysis of Norling's poster in 3 sections, following the stages of the production and the distribution of the print itself. So in the first section, I consider Norling's print at the intersection of a Cuba-promoted tricontinentalism and a US left engagement with that ideology. I then move to a discussion of the actual design of Norling's print in Havana and to a consideration of its visual content. And finally, I address the print in the moment of its distribution, and I offer some thoughts on its function in reception. So I'll now turn then to the first of these sections. Marked with OSPAL's logo, that's in the bottom left-hand corner, the globe
juxtaposed with a fist gripping a rifle, and a declaration of solidarity in the same 4 languages that OSPAL would consistently use in its posters from 1968 onwards as a mark of its programmatic internationalism, Norling's poster looks at first to be fully contiguous with tricontinentalism as it was promoted by the Cuban state in the period immediately following the first Tricontinental Solidarity Conference of the peoples of Africa, Asia, and Latin America held in Havana in January 1966. It was in the wake of this initial convening of representatives from 82 nations that OSPAL was inaugurated as an organization with its headquarters in Havana and began to disseminate its textual and visual materials that publicized and consolidated an explicitly tricontinentalist alliance between anti-imperialist struggle across Africa, Asia, and Latin America. These materials to which I'm referring included the news-based monthly Tricontinental Bulletin and the features-based bi-monthly magazine Tricontinental, which carried visually striking solidarity posters such as Norling's to tens of thousands of readers around the world. However, while Norling's print may well be understood within the context of a tricontinentalist politics developed within Cuba and exported from Cuba, I'd contend that one might equally well understand this object as the product of a tricontinentalist ideology of solidarity with efforts to resist oppression that possessed a very robust existence independent of the Cuban state, and of which the printing collective, to which Jane Norling belonged at the time, People's Press, constitutes just one example. Established in 1969 as a publishing house for social justice materials, People's Press was one of many left-leaning printing collectives that proliferated throughout the Bay Area and on the East Coast during the late 1960s, in the era of US military involvement in Vietnam's civil war and the battle for civil rights at home. Norling, who was then a young graduate, joined the collective in 1970 looking, as she has later put it, to make political change. The emergence of printing collectives like People's Press and of the impassioned young Americans who staffed them, typically teaching themselves how to print in a makeshift, ad hoc manner in line with their political commitment, may be understood as part of what Cynthia Young has identified as a US third world left, a distinct formation in US left politics of the late 1960s and early 70s, which took shape in response to self-determination struggles throughout the so-called Third World, with these developments far away providing the terms of dissent and resistance for contesting racism and structural equality at home within the US, as well as the country's military involvements abroad. In line with such a program of solidarity with those seeking sovereignty, People's Press produced in-house books on subjects ranging from the cause of the Black Panthers to the history of imperialism in Vietnam. And in addition to those in-house self-created productions, the press also published externally authored materials on movements that the collective wanted to support. And it was part as that strand of the collective's activities that in 1971, People's Press began to produce a revised North American edition of OSPAL's Tricontinental magazine, which featured artwork by Jane Norling alongside content reproduced from the Cuban version of the magazine, as well as new content in English. When this relationship between OSPAL and People's Press occasioned an invitation from OSPAL for one member of People's Press to work in OSPAL's design department in Havana for 2 months, I would argue that it was as part of a tricontinentalist ethos of solidarity independent of the framework of the Cuban state that Norling would accept, staying and working in Havana through December and January 1972-3. At this juncture,
I ought to note that Osbal's invitation to People's Press certainly played its part in the Cuban state's courting of groups within the US who are likely to prove allies in the ongoing political battle between Cuba and its northern neighbor. As John Grombeck Tedesco's study of the American New Left against the backdrop of US-Cuba relations suggests, the Cuban state was heavily invested in portraying itself as the morally superior counterpart to an imperializing United States, as well as cultivating its influence abroad, and Cuba crafted its foreign policy accordingly, enticing, and I'm quoting John Grombeck Tedesco here, young North American radicals to experience the exception in the Western Hemisphere that fought for the greater good. I'd hasten to add, however, that to acknowledge that such motivations attended Osbal's invitation to People's Press is not to detract from Norling's agency in willing accepting the opportunity. Cognizant of the terms on which this invitation was issued, Norling has spoken very eloquently of the politics of this exchange, and I'm quoting her here. The fact that I was at Osbal was an act of solidarity. I was not in Cuba solely as a thank you. I was expected to bring back information about the Cuban Revolution. It's meant to be blank. It's just to get you to focus on her quote. So I was not in Cuba solely as a thank you. I was expected to bring back information about the Cuban Revolution, which would inform the US public about revolutionary change and help end our country's aggression toward Cuba. So she was very aware of the terms on which this invitation was being issued. By willingly becoming a temporary staff artist for Osbal as part of her own political commitment, Norling actively embraced her role as an agent in the Cuban state's promotion of tricontinentalism. What makes the graphic work that she would produce in Havana for Osbal so interesting for a consideration of tricontinentalism's plural nature, I'd argue, is its emergence precisely at the intersection of these two political wills, the personal and the state. While we might understand Norling's graphic production in Havana as giving concrete form to a personally held tricontinentalist ethos of solidarity with resistance to oppression, the work she produced there was at the same time attended by meanings supplied by the official governmental framework in which her visit took place. As I'll argue, this dual aspect of Norling's graphic work for Osbal is ultimately characteristic of all tricontinental materials that were produced with the backing of the Cuban state, at once very forceful expressions of solidarity with pressing causes and political tools which advanced the international prominence and the moral standing of the Cuban state. In the case of Norling's Osbal poster, that it is the Puerto Rican flag specifically across which the columns of figures advance and rally is no coincidence. As Norling has recounted, Osbal's then art director, Alfredo Rosgard, assigned to her the task of designing a poster in solidarity with Puerto Rico on account, as Norling herself has put it, of Puerto Rico's colonial relationship to the US. The implicit provocation of such a graphic work, a statement of solidarity by an artist from the US with the self-determination efforts of a territory of the US, registers in the very design of Norling's poster, I wish to contend. Norling's, I should mention, was not the first Osbal poster to stand with Puerto Rico. The US territory was a natural candidate for a prominent position in Cuba's anti-imperialist solidarity campaigns. And Norling's poster was the sixth Osbal poster to be dedicated to Puerto Rico and would be followed by several others. Among this group of posters, what we see here, the single star flag of Puerto Rico, often recurs as a motif, a fact that reflects its charged status. This flag is both a symbol of the island's movement for independence and paradoxically also the flag of the island as a US Commonwealth. So it occupies this kind of double status. Most typically, in this group of Osbal posters where the Puerto Rican flag recurs, the flag appears as an object
a flag in flight, for example. But in Norling's print, it's not the flag as an object, but the design of the flag itself that fills the poster's upper section. Norling proceeds in her design by rendering the pictorial of the flag unstable, I wish to suggest to polemical effect. As its lower, okay, so a little bit of visual analysis here, and I hope you can stay with me. As the lower edge of the flag is obscured by the figures, the flag recedes to become background. Yet, as its upper bands turn into bodies on the move, the flag comes forward to sit in front of a blue base plane. And in the flag's chevron, these opposite schemes combine. The chevron is both figure and ground, reading as a surface where it supports the white star, though it dissolves into the surrounding blue field at the composition's left-hand border. The effect of this instability, I think, is to keep the inked surface of the paper in the process of perpetually resolving into an actual Puerto Rican flag in a statement of solidarity with the island's independence. The fact of Norling's US nationality, then, renders this design a continuous political act, given that US law in the early 70s, as today, required that the Puerto Rican flag not fly alone in any official capacity, but always be accompanied by the flag of the United States. The political potential of Norling's visually clever design, as one authored by a young US citizen, was not missed by OSPAL's staff. Here I want to draw our attention to the dual authorship with which this poster is marked. And it's hard to see here, but we'll go into a zoom up in a minute. In addition to the OSPAL logo that appears in the bottom left-hand corner, a second marking attributes the print to Norling herself. Running vertically, you can just see it as a kind of white haze, running vertically along the poster's left-hand border, uppercase characters spell Jane Norling, their crisp white forms emerging from the monochromatic blue field that surrounds them. Now, it's not uncommon for an OSPAL poster to bear the signature of a staff artist, but it was uncommon for members of People's Press to sign their work in line with the print shop's principles of collective production. And as Norling has recently explained, I'm quoting her here, "I wasn't in the practice of signing my artwork in San Francisco, and I didn't sign my poster in Cuba. I felt my work as an artist was no more important than the contribution of other workers to the production of a poster." End quote. As Norling recounts, the outcome of a discussion on this point right there in OSPAL's office was that Norling's name would be typeset onto her design in lieu of her signature, so that her identity as the poster's maker could be known. In its typeset form, it should be noted, this attribution of authorship still remains quite distinct within OSPAL posters. Generally, it deviates from precedents where a signature generally sticks closely to a poster's edges and borders, so as not to detract from the central image, whereas here, Norling's name occupies a comparatively prominent position in the middle of that monochromatic blue expanse, in isolation from the text of the logo and the Declaration of Solidarity, becoming, I would argue, a design feature in itself. Inlaid in the poster's surface, this typeset name serves to inscribe Norling into the poster's very design as both an agent and a representative of anti-imperialist solidarity. Again, this duality is consistent with the split aspect that attended all material products of tricontinentalism, disseminated from Havana, which existed between an impulse of solidarity that far exceeded the Cuban state and a very precisely located materiality of paper and ink provided by that Cuban state. What Norling's poster provides us with, I think, is the opportunity to see that duality of internationalism and the Cuban state materialized and to attend to its constant and unresolved oscillation. As the component parts of the poster's design
continuously slip and give way to one another, the blue expanse remade as ground by the bands of the flag, the ebullient and universalized figures becoming ink provided by the Cuban state. We might, so in turn, reassess our understanding of tricontinentalism as being so easily ascribed to a single definition or thing. To fully account for the operations of Norling's poster as a material product of tricontinentalism, however, obliges us to consider this print not just in the moment of its design and its production in Havana, but really also in the moment of its distribution and its reception. As previous histories of OSPAL's graphic production have noted, the organization pioneered a really quite innovative distribution system for its posters. In this system, posters were printed in Havana in what were, for the time, very high print runs of 50,000 copies each. And these copies were then distributed to recipients worldwide using a variety of means, but chief among which was to send the posters as fold-outs nestled in the central seam of Tricontinental magazine, as I've mentioned here. As Norling herself has commented, recounting a process that would have been familiar to many on the left in the late 60s and early 70s, as soon as you received the magazine, you had a poster to put up. This, I'd argue, is the point at which Norling's poster would have performed what scholars Rob Hernandez and Tatiana Reynosa have recently described as paper's embodied functions in their co-written scholarship, which emphasizes the overlooked agency of paper and its capacity, thank you, to act on us. Though we sadly currently, although maybe not forever, lack oral historical accounts from the first audiences of these posters, of the experience of receiving them and handling them, we may make certain inferences supported by recent writing on materiality and print culture. As Alison Piepmeier, a scholar of zines, has productively observed, the tactile, material quality of zines enables a special kind of community. In the act of receiving and turning the pages of a zine with all its particularities of paper, of typeface and of binding, Piepmeier writes, this tactile object of the zine transforms an imagined relationship that the reader holds with the maker of the zine and its community of readers into an embodied relationship. I find this observation particularly helpful for considering the affective quality of both Tricontinental magazine and the folded up posters that were contained within it, both of which were printed on this wisp-thin, grainy paper and mutually addressed to readers who identified as part of a radical and very widespread community united by its opposition to imperialism and to related forms of oppression. So drawing from Piepmeier's insights, we might justifiably revisit the scene when Norling's poster for OSPAL arrived on doorsteps around the world in the September to October 1973 issue of Tricontinental magazine. As I've suggested, the many readers of Tricontinental were then invited to touch, to turn over, to unfold a poster whose surface was inked with a double image of projective self-determination, the Armed March and the Flag of Independence, both of which theatrically unfold in the process of the reader's unfolding. Such a highly tactile engagement with both poster and image, I would suggest, provided a really key way in which these many readers could feel themselves part of this radical community and perform the solidarity that the text of Norling's poster invited for their own ends. I'd further argue with Anne Garland Mahler, whose book on tricontinentalism has recently been published, that such a subjectively felt experience of radical solidarity was really both the goal and the content of tricontinentalism. As a political ideology rooted in a notion of solidarity in resistance to oppression, tricontinentalism had its active realization in the production of that felt experience, which would,
hypothetically in turn move one to action on its basis. What Norling's poster helps us additionally to see then is how central the reproducible print was to the actual practice of tricontinentalism. Providing a sensorially stimulating experience for the hands as much as the eyes and mind, the print could enjoin tactile visual immediacy to political belief, lending itself to an embodied experience of solidarity that was ultimately as varied and heterogeneous as the members of the tricontinentalist radical community themselves. I'll end it there because I'm out of time. Thank you. So thank you so much for your presentation, Deborah. I think you have put in the table many things to discuss. I want to put the accent in two of them. Yes. For example, I think it's very interesting that this idea of the materiality in print culture, especially in the posters, like a creation of a different and an affective community of radical politics, and I think it would be a good topic to develop. And at the same time, I think that you have proposed a very interesting reading of the images, because you have talked about the connections, the links with the tricontinental and the SPAL, but at the same time you have give us a very specific reading of the sense of these images in the context of the United States, like a kind of expanded field of the tricontinental, and also with the accent on the importance of the authorship in this case also, no? And I think it's a good field to open the discussion. So if you have some questions, we have some time. Thank you. For your presentation. It's very interesting, and I wanted to make a comment, particularly in regard to your third point about the distribution of the poster, and was wondering if you had considered looking at the use of the magazine as a mechanism of distribution in relation to Benedict Anderson's notion of an imagined community. And if you wanted to comment on that. Oh, I heard you though. Thank you very much. Oh, yes. Should I repeat? Okay. I just wanted to, first I thank you for your wonderful presentation, and to make more of a comment rather than a question about your third point about the distribution of Jane Norling's poster through Tricontinental Magazine, and how the magazine is a mechanism for that distribution. And at the same time, have you considered it in relation to Benedict Anderson's notion of an imagined community? Thank you for your question and your comment. Yes, I have. And the, I suppose, immediate answer, yes, it is. I mean, it's funny because Benedict Anderson's notion of an imagined community is one of the most fundamental, I feel like, a paradigm-shifting idea about nationality and how the idea of nationhood is created. And yet I feel like, this study that's been with us for so many years actually becomes incredibly relevant once again. I'm like, this very fundamental idea is exactly, what is happening in the distribution of Tricontinental Magazine. Yes, and I believe it's been a while since I've revisited Anderson's text. It's like on my to-do list in developing this research further. But he does refer to the magazine. It's about newspapers, right? Also I would add the illustrated newspaper. Ah, okay, yes. So you have... I've got to bump it up to the top of my reading list. No problem. But I just thought I would bring it back. Yes. Because I think there's an interesting, when you're saying this tactility of making you feel that, even though you're out in the States, but you're still interlinked, embodied within this community through print and so forth. And that comes out also in his analysis. So I think absolutely. And I do think it's interesting, one point to add is that, the nature of when that text was written, Anderson is not thinking about, I feel like the geography of
what a text like that was addressing has shifted, but the ideas are very much core and exactly relevant to this expanded geography of third world solidarity. So thank you very much. Thank you for your paper. Actually, because I'm not one of the speakers, I feel like I'm entitled to kind of make more general comments. Go for it. And I think one of the points you raise is going to be with us for today and tomorrow. And this is a guess. It's no question. It's not a remark. It's a guess. It's the emotional importance of images, which is a recurrent theme, basically since the Renaissance. You know, when people used to say wall paintings in churches are the Bible for those who cannot read. Obviously, this is not a quote. It's the phrase that was used at the time, more or less. And I think this is so. There must be some kind of longue durée of this kind of approach to images, and we're kind of reenacting it again. So it could be interesting to think how and why there was a shift at some point, maybe relating to media, maybe relating to this very global perspective, I don't know. And also, but this is something maybe I can show you later, but there's a very distinctive tradition of iconographic tradition about flags being changed and détourné and so on. So, and there's actually I've got a very good image of the Polish flag made for Solidarność in 1981, which is predicated on the same device. Oh, interesting. And it's even, and I think what your analysis was extremely interesting, because in this case, the artist does something slightly different, so you can compare and see why. So, because of course a flag is also, the idea of a people. So it's quite interesting. You can think through this, and that's it. Thank you very much. Yeah, I think yes, as you've said, the emotional importance of images is definitely, I'm sure, something that will be on the table and continue to run through these discussions. And perhaps one thing that's helpful, or in terms of the internationalism of this tricontinental community that was being developed at the time, I think it's crucial to think about the image as a lingua franca that everyone could share in. But at the same time, to go back to Emily's presentation, and perhaps there's something for us to discuss together, I also think that Cuba originated a graphic language in the post-revolutionary context that was then circulated and adopted and reissued by others, that in turn, it's not just the image as a lingua franca, but also Cuba's graphic discourse became everyone's graphic discourse. Thoughts? I have a question and a comment. Thank you very much. It was, and also I think it worked perfectly well. Yes. Your both presentations, because this is a really close-up. I think it's, of course, I like very much this question of the material and the embodiment of the paper. And I think another point that is important regarding to affects and building community and the central place of Cuba is the idea of this kind of people circulating in Cuba to be trained, and to be trained as fighters, to be trained as visual artists, to be trained as cinema filmmakers. So because Amílcar Cabral, he sent several filmmakers to Cuba, and also I like very much, I didn't know the case of Jane Narling, and so she's been there. The government is inviting a lot of French and European artists to be there, and also they had this effort in putting together the fight and also all these guerrilleros, but also to the training in the visual media. So I think this is a question that is going to appear and is very important. I could be, we will see very quickly this, who was
actually in Cuba at that time. Yeah. I think it's interesting. And I like very much the fact that you show very well, because of course it's also very well said in the book of Garland, no? How actually tricontinental is much more about, it overpass the Africa, Latin America, and Asia, bringing also a global community also of white people. And Norling is an example, but it's a woman, Yeah. and so she is part of this kind of oppressed too, and she's Yeah. being there. So I find it very interesting. And then a little note, I wanted to ask you, just a curiosity, what is the training of Norling? Because for me, we have a kind of mixture between this kind of beautifully designed and Yves Klein monochrome, you know? Yeah. And I was wondering, I was looking for the flag, what is exactly the color, but it actually at that time Yves Klein was already dead, actually, and he was already an important figure and well known around the world in the United States. I'm wondering if maybe, I don't know. Well, to kind of rewind and address your last observation first, yeah, just to, it's worth spelling out how, you know, the material cost of that expanse of blue, you know, that really costs money, and a monochrome is not something that you often see in OSPAL posters, which is just interesting to consider that perhaps, I mean, we're never going to have, I mean, I don't know whether everyone knows, but OSPAL ceased operations this past week. Yes? Yeah. Really? Oh my God. On Wednesday. Oh, God. So timely. But yeah, we're not going to get a breakdown of the cost of each poster, but one could easily imagine that this, you know, the ink for this one costed quite a pretty penny, which is interesting given the singularity of its production. And yeah, the question you raise about people coming to Cuba and really training as artistic guerrillas is a super interesting one. This was such an effective idea to invite a young white female, or, you know, the invitation was open to People's Press who they could send, and Norling, as the illustrator of the North American edition, took the invitation. But it's such an effective idea to invite a young US radical to go and work for them. One assumes that if they had the money, the Cuban state would have done this much more. As far as I know, and I've spoken to Jane about it, who's still alive and well and making lots of great work, that, you know, if they'd had the money, they would have done this more often, but she's the only person who did it. I mean, the equivalent is René Medeiros, who was sent by Cuba to Vietnam. So it's a very, I think, interesting case study. Thank you. So I think we could continue the discussion because we have coffee and cookies downstairs. So thank you very much, Deborah. Thank you.